Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. Bonne année et bonne santé à tout le monde. On continuera le souhaiter tout au long bien sûr de cette semaine. On en profitera bien sûr avec nos chroniqueurs et nos invités. Nous aurons comme d'habitude chaque dimanche matin une rubrique sport avec notre ami Ramzi Mohamdi qui est avec nous déjà. Bonjour Ramzi. Bonjour Amal. Comment ça va? Bonne année. Merci. Bienvenue encore. On va bien sûr s'enquérir des nouvelles de l'équipe nationale bien sûr et on parlera bien entendu de la 12e journée du championnat de football d'Algérie et on en parlera dans un tout petit moment. Nous aurons également des invités. Samira aussi, dans sa rubrique Écume et patrimoine, nous emmènera du côté d'El Oued pour découvrir les belles mosaïques des bains de Oued Atmania. En tout cas, une belle découverte, absolument, comme à chaque fois avec Samira dans sa rubrique. Nous aurons également des invités qui viendront nous parler, pas des bonnes résolutions, mais plutôt laisser de côté les résolutions parce qu'elles ne sont jamais tenues en général. Et bien sûr se poser les bonnes questions. Elle est hypnothérapeute et elle nous parlera bien sûr de ses directives à prendre pour bien entendu bien commencer l'année. Nous aurons également une dame qui viendra nous parler des calendriers, comment confectionner les calendriers, surtout les cartes aussi de vœux et bien entendu on découvrira avec elle son art de la photographie. Et on aura aussi un grand monsieur, un grand dramaturge sur notre plateau. Il s'agit de Zianish Lefayed qui viendra nous parler de la 18e édition du Festival national du théâtre professionnel. Ça s'est terminé ce 2 janvier. Il viendra nous parler donc de ces 18 pièces théâtrales qui ont été en compétition et nous parlera aussi des thématiques abordées lors de ce festival. Nous aurons également Flab Nour, on ne l'oublie pas, comme chaque dimanche matin, elle viendra nous donner les nouvelles de notre communauté établie à l'étranger, avec bien entendu des exclusivités comme à chaque fois. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester attentifs jusqu'à 9h30 avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Et je vous invite à suivre cette belle chanson signée Elias Ben Bakir. On se retrouve juste après. تبدل حالي وما عرفتو انا جبت الزين في منامي ليلة البارح يا تاج الريام سلطانة خلي سرح تبدل حالي وما عرفتو انا جبت الزين في منامي ليلة البارح يا تاج الريام سلطانة
belles couleurs et surtout un beau clip donc de Lies Ben Bakir qu'on salue. J'espère qu'on aura bientôt le plaisir de le recevoir sur notre plateau. Eh bien, comme je vous l'ai annoncé en tout début, nous allons commencer avec le sport, bien évidemment. Nous allons nous enquérir des nouvelles donc, de l'équipe nationale tout de suite après cela. Ramzi, bonjour. Rebonjour, Annette. Comment ça va? Très très bien. Très très bien. Ouais. Vous suivez l'équipe nationale bien Toujours. évidemment. On attend beaucoup donc, de cette équipe nationale qui fait rêver son public, ses supporters. Il y a de belles images, ça Oui. circule sur les réseaux, ça circule à travers les images de la télévision algérienne aussi, Il y a de des l'engouement. débats. Il y a de l'engouement pour ce tout à match fait. qui sera explosif contre la République démocratique du Congo, Oui. où il y aura de l'expérience de Mahrez Mondi et la jeunesse de Maza, Hadj Moussa. Oui. Pour ce qui est des mauvaises nouvelles, on va dire que ce sera l'absence de Tougaï, Chergui et peut-être Hadjam qui va peut-être jouer. D'accord. On croise les doigts pour lui. Et une inquiétude pour Ait Nouri qui est grippé, fortement grippé. On attend les examens qui diront s'il va participer. On voit l'entraînement d'hier. Oui, oui. On va voir s'il va participer. Très bien. Sur le plan du jeu, sur le match, on peut dire qu'on part 50-50 par D'accord. rapport C'est une équipe forte quand même. solide, Oui, coriace. d'accord. Il faut être aussi coriace que D'accord. et pour se qualifier en quart de finale. L'objectif, c'est au moins d'arriver en demi-finale. On voit l'entraînement, ce qui est Les joueurs important. s'entraînent durement. Hein. Ouais, durement et sérieusement, mais avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sérénité. Oui. On voit Il y a les, une bonne cohésion entre l'équipe, bien sûr. entre les anciens, comme Mahrez, Msbaïne, on le voit sur l'image. Oui. Il y a les gardiens aussi. On a vu, là on voit Lucas Zidane, pardon, qui sera important dans le jeu. On l'a vu lors des derniers matchs, lors Oui. du avant-dernier match. Il a fait une belle prestation. Une très Le belle public prestation. était content, justement. Oui. Et on attend jusqu'à mardi la ferveur populaire à partir d'Alger, au stade où il y aura un public qui va accompagner, comme à chaque fois, l'équipe nationale. Bien sûr, et ses supporters viennent du monde entier pour monde entier. soutenir son équipe, bien entendu. On a vu même un couple qui est venu des États-Unis, il a Tout à déboursé fait. 12 000 dollars pour assister au match de l'équipe nationale et pourquoi pas aller en finale. Pourquoi pas? Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite bien sûr à notre Inch'Allah. équipe nationale. Et bien entendu, on parle beaucoup donc de cette équipe. Alors tout le monde essaye de donner des pronostics, tout le monde essaye de faire des analyses. On parle de l'arbitrage, on parle de tout cela. Tout le monde est devenu s'intéresse de plus près Oui. à l'équipe nationale. Oui, parce qu'elle développe beaucoup de beaux jeux depuis le D'accord. début du tournoi, même si c'était difficile face au Soudan, face au Burkina, c'était plus facile. Il a remanié l'équipe au troisième match contre la Guinée équatoriale. Oui. On a vu qu'on avait deux équipes. Oui. Il y a deux équipes. Ça veut C'est dire que vrai. même si, entre parenthèses, on les appelle les coiffeurs, les remplaçants qui ont joué le match contre la Guinée équatoriale, on s'est imposé 3-0. Il faut dire aussi qu'on a un banc. Quand on a un banc de remplaçants qui est solide, Oui. on n'a pas peur. 3-1. 3-1, oui, Ouais. 3-1, je me suis trompé. On enchaîne avec le championnat. On aurait bien aimé que ça soit 3-0 ou Oui, 4-0 oui. par exemple. Oui. Mais bon, c'était super quand Oui, même. c'était super quand même. Alors, on va continuer à parler bien sûr donc de l'équipe avec ce match donc qui est prévu ce mardi à 17h, c'est cela? À 17h, où toute l'Algérie sera à l'écoute et on va voir si ça va se terminer sur les 90 minutes ou au-delà, comme la Tunisie qui s'est fait éliminer hier Oui. contre Contre le Mali. Contre le Mali, on aurait aimé que la Tunisie, notre voisin, Ils sont restés longtemps en 0-0 et bon, oui, le Mali a gagné. après un but partout, après ils se sont fait éliminer par le Mali. C'est regrettable pour nos voisins, mais on espère nous qualifier pour les quarts de finale. Inch'Allah, c'est ce qu'on Inch'Allah. souhaite pour l'équipe bien sûr nationale et les artistes sont là, ils sont prêts hein, avec Ils sont des prêts. chansons, avec l'encouragement et la ferveur qu'il Oui, faut. la ferveur. Il y a aussi comment on dit ça dans le jargon du football, du chambrage de la Oui, part des équipes adverses, c'est oui, normal. des Congolais. À chacun, bien sûr. Chacun sa méthode. Ils chacun sont sa venus méthode. à l'hôtel pour, Quand même. oui, pour faire du bruit. Ils ont même appelé Mahrez descend.
mais il ne faut pas se faire de bile pour l'équipe nationale. Bien Elle est sûr. concentrée sur le match et Inch'Allah, on va se qualifier pour les quarts de Inch'Allah. finale. On sera là, bien sûr, Bien pour sûr, les on les soutenir. suivra à partir de 17h. À partir de 17 heures. Alors, bien sûr, on passe à la 12e journée de championnat donc, d'Algérie. Oui, avec deux matchs qui sont prévus Un demain. match qui était très attendu, celui de Mouloudia et JSK. Oui, et qui s'est terminé sur un match nul. Il s'est déroulé vendredi, Oui. un but partout. Et le Mouloudia qui va enchaîner la mise à jour, pour la mise à jour de la 12e journée où elle va rencontrer le CS Constantine, un match difficile pour le Mouloudia. D'accord. Et un autre match, la JSK qui accueille le MBR 7. On voit tout ça avec le sujet de Sami Achichou. On y va. Deux rencontres en retard et beaucoup d'enjeux. Le Mouloudia d'Alger, solide leader, aura pour objectif de glaner 3 précieux points et de conforter sa place tout en haut du classement général lors de la réception du CS Constantine dans son antre du stade Ali Ammar. Revenu de Tizi Ouzou avec un précieux point, les Mouloudiens qui comptent 32 unités comptent poursuivre la série de bons résultats réalisés à Douala. En face, une équipe du CSI qui occupe la 9e place et qui voudra profiter de ce match pour remonter au classement général et se relancer dans la course au podium. Le nouveau promu, le MB 7 en l'occurrence, qui reste sur 2 défaites consécutives, aura fort à faire lors de son déplacement au stade Hussein Et Ahmed de Tizi Ouzou. La JSK 9e voudra se racheter et se corriger après la contre-performance face au MCA. 2 matchs importants à bien négocier pour les 4 équipes. Voilà, on a pu voir donc ces images donc, De belles des images. équipes adverses qui se sont affrontées. Oui, qui vont s'affronter demain. Oui. Deux matchs, il y aura 2 matchs. On enchaîne avec le CRB qui a joué hier. Il s'est imposé face à l'US Ben Aknoun. 2 buts à 0. On va voir les buts qui vont arriver. Le premier but a été inscrit par, on le voit sur l'image, suite à un contre, mauvais dégagement du gardien et centre de Khassef pour Ben Hamouda qui va inscrire de la tête comme d'habitude son 4e but en 4 matchs. On voit la joie du joueur. Et le 2e but qui va venir sur un contre meurtrier de Benrit, on le voit sur l'image, très rapide, Très rapide. et Ils qui foncent, va, hein. et qui va inscrire le Très 2e beau but. Très beau but pour le CRB, le 2e but. Le CRB, après cette Qui passe en 2e position. 2e position avec 24 points, avec 8 points de retard sur le MCA qui va jouer demain, qui va D'accord. peut-être accentuer son avance sur son poursuivant, c'est-à-dire le CRB. Le championnat n'est pas fini. Et certes, le MCA a pris le large avec 8 points pour le Oui. moment, peut-être 11 points demain. Oui. Et on enchaîne avec le basket. D'accord. Déjà, le basket, c'est vrai qu'on en parle peu en ce moment, oui. mais vous allez nous parler de cette 17e journée, c'est ça 17e Super journée du division. championnat Super Division. Il y avait un match choc. On voit le public qui était nombreux à la salle de Boufarik, entre le Wab Boufarik et le MB Stawali. Une rencontre suivie par beaucoup de spectateurs. On voit sur les images, on va le voir. Ne vous inquiétez pas. C'est très physique, hein, en C'est tout très cas. physique, oui. On les voit. On les voit. Les basketteurs sont, comme on dit, bien grands. Très costauds, très grands. C'est vrai. On dit Ils toujours. culminent à 2,10 m. Voilà, tout à fait. Ouais. On dit toujours pour qu'il y ait une bonne taille, il faut faire du basket. Est-ce que c'est vrai ou c'est une C'est idée vrai, oui. reçue? Et la natation. La natation, C'est un sport d'accord. complet. On va terminer avec le basket, comme Oui. je l'ai dit. Le Wab Boufarik s'est imposé sur le score de 82. 81, 72, je crois, c'est ça, Oui. 72. Il partage donc la première place avec sa victime du jour, le MB Stawali, Oui. et le CST Tlemcen avec 29 points. Il faut dire aussi que dans le basket, il y a les playoffs, Oui. ils se qualifient aux playoffs, c'est-à-dire les 4 premières équipes se qualifient aux playoffs, ils vont jouer le championnat. Pour le moment, les meilleures équipes, c'est Wabou Farik, MB Stawali, CST Tlemcen, suit derrière le Mouloudia, l'USMA et à un degré moindre le CRB d'Arbeda. D'accord. C'est ça. Très bien. Alors, vous les appelez les Boufarikois.
Bouffaricquois. Oui, D'accord. Bouffaricquois. Oui, il n'y a pas que l'orange à Bouffarik. Hein. Oui. C'est le sport roi à Bouffarik. Oui, oui, faut le tout à dire, fait, hein. que ce soit pour le basket valide ou les handi basket. Hein. Handi basket et le valide. C'est- Oui. Ils ont toujours eu une très bonne équipe. Et- On les a déjà reçus. Il y a toujours du public, on le voit le public là, il Oui, oui. est omniprésent. Oui. On voit l'entraîneur, c'est Reda Hashimi qui a poussé. C'est vrai que la victoire, elle est pour les joueurs, Oui. mais quand on a un coach comme Oui, Reda derrière, Hashimi, derrière, C'est important. c'est sa Tout à fait. première saison avec le Wabo Farik. Ils n'avaient pas l'ambition d'être en haut du classement, mais quand on s'appelle Boufarik, on joue toujours pour le titre. D'accord, très bien. En tout cas, bravo pour toutes ces équipes et puis merci pour toutes ces informations. Merci à toi, Ahmed. On restera bien sûr attentif ce mardi. Tout le monde mardi. sera aux aguets Oui. à partir de 17h. Bien sûr, Tout va s'arrêter. tout va s'arrêter à partir de 17h. Nous, on sera derrière notre équipe. Une Inch'Allah. dernière nouvelle, la Super Coupe d'Algérie Oui. va avoir lieu le 17 janvier au stade de Berlaqi, D'accord. Nasser Mandela, à partir de 17h. C'est la Ah, il y Super en a Coupe un. qui va réunir le MCA, le champion d'Algérie, D'accord. et l'USMA d'Alger, le détenteur de la Coupe. Déjà. Déjà. Ben, on sera aussi aux nouvelles. Bien sûr, on restera attentif. Et puis, bien sûr, dimanche prochain, vous allez nous donner toutes ces nouvelles. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Emma. Merci beaucoup, Ramzi. On vous souhaite une bonne journée et puis Merci. une bonne continuation. N'oublie Merci. pas, bien sûr, l'actualité sportive. Ça continuera ce soir sur Canal Algérie avec Hakim, et Canal Sarah Foot, Derbel. et Sarah Derbel, Voilà. Canal Foot. Et demain, avec Mokhtar Hammani, 52 chrono. Très bien. Merci beaucoup. Je vous invite tout de suite à aller du côté de Janet. Vous allez aussi y aller, Ramzi, du côté de Janet pour visiter, bien sûr, cette belle région, encore une fois. C'est un reportage signé Maïssa Lebouahla. On se retrouve juste après. Janet s'impose comme une destination prisée par de nombreux visiteurs, familles et voyageurs viennent y chercher le dépaysement, attirés par ses paysages désertiques et la richesse de son patrimoine naturel et culturel. Je découvre pour la première fois la beauté authentique du sud algérien et je suis émerveillée. Nous avons été chaleureusement accueillis par le peuple algérien. Un important dispositif de sécurité a été déployé par les services de sécurité de la wilaya afin d'assurer la protection des touristes, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Les services chargés du maintien de l'ordre ont été mobilisés à travers plusieurs villes grâce à un dispositif global mis en place depuis le début de la saison touristique saharienne. المنصرم وبالتالي دائما هناك مخطط امني عام على لتطويق او لتامين المدن. Et pour faciliter l'arrivée des touristes à Janet, les autorités ont mis en place des mesures douanières simplifiées pour leur permettre un passage plus rapide. C'est formidable, je ne m'y attendais pas, nous avons été très bien accueillis, les autorités nous ont facilité les procédures. L'accueil à la douane a été excellent, je viens ici depuis 36 ans et à chaque fois je suis émerveillée par la chaleur humaine de ce peuple. La police des frontières a mis en place des mesures pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions possibles. Entre dunes dorées et oasis féeriques, les vacances d'hiver se transforment en un véritable voyage au cœur de la magie du désert. Ici, chaque promenade devient un souvenir inoubliable pour les touristes.
sur notre plateau, je vous l'ai annoncé, nous avons l'immense plaisir de recevoir parmi nous ce matin Monsieur Ziani Cherif Ayed, qui est donc dramaturge, metteur en scène, qui est avec nous à l'occasion du Festival international du théâtre professionnel. Bonjour Monsieur Ziani Cherif. Bonjour. Ayed, comment Bonjour. ça va? Ça va. Très bien. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas reçu. Oh, ça fait un bail, oui. Ça fait un bail. Effectivement, un bail. Oui, ça me donne des souvenirs, ce plateau. Ce plateau, Ouais, tout à fait. ouais. Il y a eu des changements entre-temps, Ouais. mais on est là en ce moment. On continue dans Bonjour d'Algérie, bien sûr, C'est et bien. on parlera de votre actualité. On dit bonjour à Samira également. Oui, bonjour Samira. Bonjour Monsieur Ziani. Bonjour. C'est un honneur de passer avec lui. Bah oui, Très je contente disais, ce tout le monde se matin. battait ce matin pour passer avec Monsieur Ziani Cherif Ayed pour justement l'immense talent qu'il a et surtout son parcours, impressionnant parcours. Et vous continuez, bien sûr, on vous a convié pour le Festival national du théâtre professionnel. Ça s'est passé du 22 jusqu'au 2 janvier. Oui, C'est cela. oui. Alors, jusqu'à hier. une belle occasion de retrouver tous ces amoureux du 4e art. Oui, oui. C'est une belle rencontre. Très belle rencontre. C'est une très belle rencontre, oui. C'est un Vous en festival. avez fait des festivals, hein, de toute façon, que ce soit festival international, festival national, il y en a eu quand même. Il y en a- je suis Depuis. parmi ceux qui ont créé ce festival. Oui, C'était dans les on années s'en rappelle. 85-86. Mhm. Et en fin de compte, moi j'ai un petit, je sais pas, je trouve que à l'époque, quand on a créé ce festival, c'était de faire rencontrer à la fois les troupes, les metteurs en scène, les auteurs, etc. Et en fait, l'esprit du festival, c'est une rencontre qui permet l'échange des expériences C'est ça. et qui permet les débats entre les acteurs et entre les créateurs d'une manière générale. C'est de faire un peu une espèce, c'est pas un état de lieu, de voir quels On sont peut les sujets, améliorer, quels sont les sujets surtout, parce que le théâtre, c'est une espèce de miroir de l'état du monde C'est d'une ça. manière générale. Ça a toujours été un théâtre d'éveil, hein, le théâtre algérien Voilà, aussi, oui. depuis la colonisation. Hein. Ah, et puis le théâtre algérien, par rapport au théâtre maghrébin à l'époque, Oui, jusqu'à maintenant, plus ou moins, était un théâtre qui était carrément à l'intérieur de la société. c'est ça. Il essayait de prendre une espèce de microscope pour voir un peu l'état de la société. Qui reflète un peu la société, qui dénonce peut-être un mal-être quelquefois dans la société. C'est en fait, c'est raconter. Et vous avez toujours été dans l'art de savoir raconter. Vous étiez pour le théâtre de rue aussi. Oui, c'est-à-dire ouais. qu'en fin de compte, c'est un peu, en tant que metteur en scène en tout cas, si j'étais, enfin, moi je suis dans une formation de comédien. Et à un moment donné, comme j'avais envie de dire des choses, et par rapport à ce qui se passe à la fois en Algérie et par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc je me suis dit, bon, alors si j'ai envie de dire quelque chose, et je vais essayer de trouver les textes qui me permettent de dire C'est ce que ça. j'ai envie de dire, dont Hafila Tassir, Shuhada Yaouduna al-Usbou, Al-Aïfa, Voilà. etc. Et c'est des pièces qui ont rencontré le public tout de suite. Parce que Et ça a accroché tout de suite. Voilà, ils se sentaient concernés par les sujets. Et pour revenir au festival, donc cet esprit de débat, cet esprit de confronter un peu les expériences, se nourrir de l'expérience des uns et des autres pour aller de l'avant. De mon point de vue, en tout cas, Oui. la compétition a un peu dévié de l'objectif d'un festival. Et en plus, quand on voit un peu ce qui se passe dans les festivals dans le monde entier, hein, dans le monde, hein, les compétitions, moi je les retrouve que dans les pays arabes. Oui. Donc, il y a des grands festivals où il n'y a pas de... C'est dommage. C'est pas l'objectif. Bah là, il y a eu 18 pièces quand même qui étaient en compétition. En compétition. Ça prouve que le théâtre vit bien et il y a des théâtres régionaux qui font aujourd'hui les beaux jours de certaines pièces aujourd'hui. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où il y a compétition, ça fausse l'élément essentiel d'un... Le plaisir d'aller voir une pièce. Non, pour le public, le plaisir il est partagé, enfin il y est, mais l'objectif du professionnel de débattre avec, ensemble, de voir un peu comment ce qu'on a fait, pourquoi moi j'ai traité tel sujet, l'autre il a un autre sujet, etc. Sur le plan aussi artistique, de quelle manière nous les avons traités, quelle est la forme, etc. etc. D'accord. Tout ça
se met de côté parce que chacun dommage. essaye d'être, est-ce que je vais être retenu, est-ce Oui. que je vais avoir le premier prix? Et pourtant, c'est un travail colossal de monter une pièce, puisque vous en savez quelque chose. C'est la mise en scène, les comédiens, le décor, tout ça, la musique, tout doit être finement et précieusement travaillé. Oui, mais en même temps, je continue à croire qu'un festival n'est un festival que si il y a une proposition du quotidien dans la culture. Il ne faut pas attendre le festival pour montrer le théâtre. C'est ça. C'est-à-dire que cette histoire de compétition fait qu'il y a de l'événement et après il n'y a plus rien. Oui, c'est dommage. Ou presque rien. Je ne dirais pas rien, mais presque rien. Or, que le théâtre, c'est du quotidien, c'est de tous les jours. Et là, à mon avis, c'est commence à fausser les choses si je me prépare, moi, dans un théâtre, uniquement pour aller au festival et pour avoir la compétition en espérant d'avoir un prix. Oui, c'est dommage. Mais en tout cas, ce que vous avez, vous, comme dynamique, on le retrouve chez certains aussi metteurs en scène ou carrément amoureux du 4e art, puisque tout au long de l'année, on présente des pièces, on a la chance, par exemple, Janez Ayoub aussi, ça fait vraiment le tabac, ça fait un tabac, cette pièce, qui régale autour, bien sûr, de l'héritage. Hein. Ça parle d'héritage. Encore une fois, c'est un fait social aujourd'hui qu'on retrouve partout dans le monde, et particulièrement en Algérie. Oui, mais moi, comme personnellement, je me dis c'est un pays où il y a énormément de créativité, énormément d'énergie. Se confiner uniquement au niveau d'un certain événement avec quelques hirondelles qui ne feront jamais le printemps, donc d'une manière générale, c'est ça qui est... Donc je suis frustré en tant que professionnel. Bah oui, j'imagine. Mais en tout cas, ça c'est votre avis, et puis bien sûr, ça sera un avis que vous partagerez avec vos collègues aussi, ou passionnés donc de 4e art. Mais sinon, on peut dire que vous avez créé le débat, puisqu'il y a eu une rencontre autour donc de votre pièce, autour du montage de votre pièce aussi. Oui, alors là par exemple, pour la rencontre, là je m'occupe d'un chantier immense, qui est celui de réunir les archives du théâtre. Ça c'est magnifique. Parce que je vois par exemple actuellement les nouvelles générations, quand on vous parlait de certaines expériences, ils ne les connaissent pas du tout. C'est dommage. Il y a quelques noms comme ça qu'on retient, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel a été leur apport sur le plan artistique, qui est immense pour certains. C'est vrai. Et que le théâtre n'a pas pris en charge pour essayer d'évoluer, pour les faire avancer, pour les permettre que d'autres viennent pour encore les explorer davantage. Et malheureusement, en absence d'archives, en absence de l'écrire de la grande histoire du théâtre, c'est très dommage. Donc, ce chantier, moi, me tient à cœur. C'est clair, et ça sera magnifique. Moi, parce que j'en parlais la semaine dernière avec Jawdet, il y a Hanif Hafiad qui avait fait un travail aussi formidable, photographique. C'est l'un des photographes du théâtre. Qui a laissé une trace formidable, des photos qui étaient vraiment réunies dans un livre. Oui, réunies dans un livre. Qu'on a envie de voir et revoir, tellement elles étaient belles et parlantes. Donc voilà, c'est ce travail-là qu'on essaye de faire, c'est de réunir d'abord, sur un premier temps, c'est réunir un peu les archives qui sont au niveau de chaque théâtre. C'est ça. Essayer de créer par la suite, nous l'avons déjà commencé, une plateforme Internet, donc pour à la fois quand quelqu'un cherche à savoir quelle est l'histoire du théâtre, quelles ont été les pièces, les acteurs et tout ça, il va tout trouver, les CV, etc. Voilà. Mais ça, c'est un premier boulot concernant les archives du théâtre, parce qu'il y a plein de choses qui ont disparu. Donc réunir les affiches, les originaux de les affiches, certains costumes, les costumes, les décors. D'ailleurs, là, il y a aussi en perspective la création d'un musée du théâtre. Ah oui, il le fallait, bien sûr. Enfin, et donc, ce travail au niveau des archives va nous permettre aussi de réunir un maximum de documents, et en même temps faire appel aussi aux autres, à les familles par exemple d'acteurs, qui ont aussi des archives à les faire réunir, voir aussi à la télévision tout ce qu'il y a, les pièces filmées, les interviews, etc. Et donc réunir un maximum d'archives, d'informations, écrire cette histoire-là. Et en même temps, l'archive, ce n'est pas uniquement la poussière de certaines pièces.
ces archives vont nous permettre par la suite d'étudier un peu quelles ont été l'évolution du théâtre. L'évolution et quelles ont été les expériences les plus intéressantes. À ce moment-là, de retravailler sur ces expériences-là. Parce qu'il y a un moment, par exemple... Il y a toujours eu des grands textes qui ont été repris par les dramaturges algériens et qui ont été adaptés, bien sûr. Oui, oui, et c'est ça, c'est-à-dire que les classiques, Rouichid, il nous fait rire, c'est vrai, il y a de l'humour, mais quel est le théâtre? C'est quoi le théâtre de Rouichid? C'est quoi son théâtre populaire? Comment on prend par exemple, on parle de... Oui, de tout. Ça, c'est toute une génération du théâtre populaire. Mohamed Touri, Rachid Khsanteni, et en fin de parcours. Mais si en fin de parcours, la continuité a été Rouichid. Donc, tout ce théâtre-là, on en parle, mais en même temps, on n'a jamais essayé d'analyser le fond de cette expérience-là. Toute l'expérience de Abdelkader Alloula et de Kaki, qui ont fait un autre travail. C'était un travail sur le patrimoine. Comment faire en sorte que la représentation, au niveau par exemple comme le travail de Alloula, le Gouel, le Meddah, comme une forme de représentation. C'est vrai, c'est un patrimoine immatériel qui a perduré et qui est une étiquette, bien sûr, du théâtre. Et c'est une forme de représentation qui est vivante. Tout à fait. Qui est vivante. Et que quand on voit par exemple l'expérience, c'est là où ça va nous permettre, les archives, de questionner tout ce travail-là pour dire cette forme de représentation qui est le Gouel, le Hakawati en Moyen-Orient, etc. Cette forme, est-ce qu'elle a été aboutie? Est-ce que Alloula a eu tous les moyens de développer cette façon de voir le théâtre, cette sensibilité artistique, ces sujets? Et on va trouver que Alloula n'a fait qu'une partie de cette expérience qui pourrait être beaucoup plus développée. C'est tout ça. Enfin, c'est tout ça. J'espère, en tout cas, on est pressé, n'est-ce pas, de voir tout cela réuni à travers soit lors de la constitution d'un musée ou carrément à travers des archives ou un livre pour raconter tout cela. Vous restez avec nous, on va voir tout de suite en images comment ça s'est passé pour cette 18e édition du Festival national du théâtre professionnel. Regardez. En tout cas, un beau résumé en images de ce qui a été donc cette 18e édition du théâtre national qui a porté pour thème cette année la scène réduit les distances. La scène réduit les distances, oui. Oui, elle réduit les distances parce qu'elle nous permet de connaître un peu l'État d'une manière beaucoup plus
disons, instantanée. Nous avons des images et nous avons un senti comme ça, tout de suite. Donc ça réduit la distance et tout de suite on est dans le bain surtout par rapport aux sujets qui sont traités. Et des comédiens brillants, vous en avez vu, vous en avez croisé aussi? Oui, des talents. Je parlais il y a un petit moment avec Madame, Samira. Oui, avec Samira aux coulisses. Je disais voilà par rapport aux archives. Par exemple, nous avons des comédiennes mais extraordinaires, des comédiennes à la fois le talent, mais en même temps, quand on voit notre société des années 40. Il fallait avoir du courage pour faire des pièces de théâtre. Vous parlez par exemple de Kulthum. Voilà, par exemple. Voilà, et je disais, Sonia. voilà une Kulthum inconnue. Oui. Aujourd'hui, vous parlez aux jeunes générations de Kulthum, elle est inconnue. Kulthum au théâtre, surtout. Ils connaissent Kulthum à travers le petit écran. Et encore. Mais une grande comédienne comme Kulthum au théâtre, c'est. Et puis d'autres générations, la Yasmina, et puis après il y a eu Sonia, il y a eu Dalila Halilou, il y a d'autres aujourd'hui, même des jeunes aussi avec beaucoup de talent. Donc voilà. Tout ce travail-là sur le plan, par exemple, de Tounes aussi. Tounes, à Italie, oui. Toutes ces comédiennes ont travaillé avec moi dans les pièces. Oui. Et dire que, quand on parle, par exemple, d'interprétation, voilà, des dames, des comédiens, Azdim Djoubit, Ahmed Agoumi, Sirat Boumediene. C'est-à-dire quand on commence à se remémorer de tout ce travail de ces comédiens. Ahmed aussi, qui a fait aussi. Oui. Sid Ali Kouirat, beaucoup de comédiens, avec une forme d'intervenir en tant que comédien par rapport à un personnage différent l'un de l'autre. Donc il n'y avait pas aussi une singularité, il n'y avait pas de standard dans le. Quand on voit l'interprétation de Kulthum, ou à côté Nouria et Yasmina, c'est trois types d'interprétation, une approche différente. Le charisme aussi, Ben Guettaf aussi sur scène. Ben Guettaf, oui, plein. Et voilà, les archives vont nous aider à revoir tout ça. Et ça, c'est que ces jeunes générations, quand ils vont voir aussi à travers des pièces, les interprétations différentes, ça fait partie de la formation. Ça vous a nourri de justement revivre tout cela avec les comédiens, les amis, et surtout vous avez rencontré des jeunes, vous avez fait des masterclass. Oui, j'ai fait un masterclass. Mais quand j'ai parlé de l'expérience, de mon expérience, et j'ai affaire à des jeunes qui ont une formation dans le Burj Khalifa, il y a l'handicap de l'histoire. Voilà. Il est urgent justement de travailler sur l'archive. Travailler sur l'archive. Et ce n'est pas de la poussière. L'archive nous aide à évoluer. Bien sûr, nous aide à évoluer. Parce qu'en fin de compte, un théâtre qui va à chaque fois commence comme s'il n'y avait rien avant, il ne peut pas évoluer. Ce n'est pas possible. Mais quand on voit qu'il y a des expériences, moi je dis toujours que le théâtre c'est d'abord une troupe, l'esprit d'une troupe. Le théâtre, c'est un collectif. C'est ça. Et beaucoup de travail en amont, avant de présenter le filage général, face aux médias, face bien sûr aux journalistes qui viennent les premiers aussi. C'est ça. Donc il y a d'abord une troupe, c'est l'esprit de la troupe. Et quand je dis la troupe, pas uniquement les comédiens, les scénographes, les techniciens de lumière. C'est ce que je disais. C'est toute une. Ça, c'est hyper important. Moi, ce que j'aime bien au théâtre, c'est les coups. Les trois coups. Les gendarmes. C'est ça. C'est beau, c'est magique. Bien sûr, visiter le théâtre. Moi, ce que j'aime au théâtre, c'est qu'il n'y a pas à couper, on recommence la scène. C'est ça. Ça se passe dans l'instant et on a le talent pur de l'artiste. Exactement. Il y a toujours des souffleurs? Non, c'est une vieille histoire, le souffleur. C'est pas possible de travailler. Moi, je me demande comment on pouvait travailler avec un souffleur. Parce que c'est pas possible. C'est-à-dire que déjà, un spectateur, quand il fait il intervient dans ça dérange l'interprète, ça dérange le travail. Alors, franchement, je me demande comment nos anciens travaillaient avec les souffleurs. C'est ceux qui, au cas où il y avait une personne qui oubliait son texte, on pouvait lui souffler. C'est la pastille. C'est la pastille, c'est le mouchard. Alors, on parle bien sûr aussi, on va terminer peut-être avec votre actualité. Bien sûr, il y a une pièce théâtrale qui vous tient à cœur en ce moment, qui est vraiment d'actualité. Oui. C'est ce qui se passe à Raza. C'est une pièce sur... là aussi, on a fait tout un débat, un sujet sur la suprématie égale sionisme, colonialisme,
et racisme et le théâtre là-dedans. Est-ce que le théâtre, comment s'exprimer par rapport à ça d'abord? Ensuite, quel est notre rôle à travers, quand on voit des massacres tels qu'ils se passent aujourd'hui à Gaza? Est-ce qu'on a besoin de temps pour digérer tout ça, pour par la suite s'exprimer en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène, ou est-ce qu'il faut tout de suite l'écriture de l'urgence, pour qu'il n'y ait pas le silence. Bon, on a une colère, il faudrait l'exprimer tout de suite. Et ça a donné, par exemple, pour ce qui me concerne, la période de Sabra et Shatila, Galou l'Arab Galou. J'ai monté Galou l'Arab Galou par rapport à Sabra et Shatila. Et cette fois-ci par rapport à Gaza, ce génocide qui se passe devant nous en direct, avec face au monde entier, l'inertie. Oui, et avec un silence et une hypocrisie incroyable de l'Occident. Une vérité qui devient mensonge, et le mensonge devient vérité. Et nous sommes dans un monde qui est complètement... Voilà, vous dénoncez justement ces exactions. Et on se pose la question, et le théâtre dans tout ça? Mais en fin de compte, quand on voit dans l'histoire, Katib Yassine a écrit Palestine trahie, a écrit nos ancêtres doubles de férocité, le cadavre encerclé sur le colonialisme, Palestine trahie, il a l'homme au sandal caoutchouc parlant du Vietnam. Donc le théâtre y était, notre théâtre y était dans ces événements. Quand je parle de Katib Yassine, je peux parler aussi d'autres, Nourdin Abba, Mohamed Dib, etc. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce doit-on faire pour continuer cette expression qui est théâtrale, mais en même temps l'aspect citoyen par rapport à tout ça. Tout à fait. Donc c'est une pièce que vous êtes en train de monter? Non, elle est déjà montée. Elle est déjà montée, vous allez la présenter bientôt? On l'a présentée, et là on va au Caire, normalement, le 9, dans un festival du théâtre arabe. Très bien. Et on va la revoir sur Alger, elle va être itinérante? J'espère. Eh bien, vous reviendrez pour la présenter, n'est-ce pas? Vous l'avez intitulée comment? Le Meftah, la clé. Très bien. Qui est le symbole d'ailleurs de tous les Palestiniens. Chaque Palestinien a une clé chez lui, avec l'espoir de retourner. Inch'Allah. En tout cas, un beau texte et surtout une belle pièce à voir avec une distribution, j'imagine. Oui, d'ailleurs, Tunis a été allé et dedans. Très bien. On viendra la voir? Eh bien, soyez les bienvenus, mais j'espère que ça va être encore programmé. Voilà, parce qu'il y a aussi un gros problème de programmation. On sera là, vous allez nous donner les dates et on vous suivra bien sûr. Vous allez rester avec nous tout de suite, on va s'intéresser au patrimoine et écumer patrimoine de Semera, de la rubrique de Semera tout de suite. J'y arrive. C'était très Semera qui va nous emmener à l'Oued aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Non, l'Oued parce que je voulais te donner l'information ce matin. Ah oui, c'est vrai. J'ai confondu. Classe à l'université d'El Oued. C'est vrai. A été inaugurée pour enseigner le braille en anglais. C'est une info que j'ai entendue à la radio. J'ai trouvé qu'elle était intéressante. Et je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça enfoui dans ma mémoire. C'est la journée du braille. Donc, à El Oued, ils ont ouvert une classe à l'université d'El Oued dédiée à l'enseignement de l'anglais. Très bien. Donc en braille, aux malvoyants. J'ai trouvé que c'était une très très bonne chose, vu que c'est la première dans toute la wilaya. Mais sinon, nous, on va à Mila. À Mila, voilà. On va à El Oued. À Mila. 2 fois. On va à Oued Atmania. D'accord. Qui est en fait au croisement, enfin juste au milieu entre Sirta et Milev. D'accord. Donc, la fameuse Milev, qui est une région très archéologique. Il y a des vestiges magnifiques. Un petit coucou à notre ami Rahim Abdelaziz qui lui avait fait donc, de très beaux reportages dans cette région. Et à nos collègues qui sont de Mila aussi, je pense à Fares. Oui. Voilà, donc c'est une région qui a énormément... C'est un musée à ciel ouvert, il n'y a rien à dire. Et ça raconte plein de strates de l'histoire de l'Algérie, mais pas que. Parce que d'abord on a retrouvé à Oued Atmania, je vais me focaliser sur Oued Atmania parce que si je dois parler du patrimoine Mila, c'est pas fini. On ne terminera pas. Donc elle est au croisement entre Milev et Sirta. Milev fait partie des castellums qui protègent Sirta. On est chez les Numites, Massinissa, et surtout on est juste avant la création de l'Afrique Nova.
L'Afrique Nova, c'est l'Afrique nouvelle. C'est ce qui va remplacer l'Afrique Vétus, qui était plutôt localisée du côté de la Tunisie. Donc les Romains vont venir, ils vont faire une romanisation intensive, pour ne pas dire colonisation. Ils vont s'y installer, ils vont faire de Oued Atmania en espèce alors au-delà de l'aspect agricole, où il y avait le blé, le raisin, enfin tout ça, l'exploitation agricole on va dire, ils vont faire de ce lieu un espèce de lieu de luxe, mais en même temps sacré, parce qu'on rappelle qu'il y a eu le Saint Octate, qui est celui qui a écrit, c'est un écrivain aussi, le premier traité contre les donatistes. Les donatistes le donatisme est un schisme pratiqué par les Numides, par opposition au christianisme. Donc ça a été aussi une manière de se rebeller contre la romanisation. Mais on sait que Oued Atmania s'appelle Oued Atmania parce que les Ottomans ont fait un passage. Les Français, quand ils sont arrivés, il y a eu un massacre pour le nom de la Oued Atmania. Oued Almania, enfin bref, c'est parti dans des choses comme ça. Mais toujours est-il que à la base, ce sont des Berbères, ce sont des Numides. Tout ça pour dire que des choses ont été retrouvées, et notamment aujourd'hui on va parler des mosaïques. Les mosaïques qui se trouvaient dans la villa de Pompeianus. Voilà, donc Pompéi, pour faire le raccourci, c'est un vestige qui n'existe plus. Il n'a plus existé dès qu'on l'a découvert. Il y a eu les pilleurs, les chasseurs d'or, tout le monde est venu, et ils ont tenté. C'est des chefs-d'œuvre de mosaïque. On le sait, puisque des calques et des relevés ont été faits et qu'ils se trouvent à la médiathèque du patrimoine de Paris. Ceux qui sont à Paris pourraient faire la demande pour les visiter, mais on a des choses qui ont été faites par Stéphane Xel, par Poul, par beaucoup, Alquier aussi, ce sont des relevés où on a la présentation de cette villa qui était en fait un lieu luxueux où les gens venaient, suivaient un parcours, un rituel thermal. C'est une région à Oued Atmania, il y a Hammam Grouz. Hammam Grouz, c'est une source naturelle. Il neige à Mila. Les gens se baignent pendant qu'il neige. C'est une source thermale chaude qui creusait on va dire, au flanc des falaises. Donc la verdure, c'est un lieu magique. Il manque un peu d'entretien, et ce serait bien de donner à ce lieu toute son importance. Exactement. Donc il y a tout un rituel qui passe par les vestiaires, je ne vais pas prononcer, mais je les ai écrits dans le montage vidéo. Il y a tout un rituel quand on rentre dans cette villa qui comptait 21 pièces, il y a d'abord, prenez en compte les mosaïques qui ont été, on va dire, restaurées. Oui, non, pas du tout, ils les ont dessinées juste avant qu'elles disparaissent, parce que tout a disparu. Le lieu en lui-même n'existe pas, mais c'est documenté, grâce à Dieu. Voilà. Donc, il y avait donc ce parcours thermal où les gens rentraient, passaient par un vestiaire. Ensuite, on l'a vu passer l'instrument qui ressemble à une arme de guerre. Je vais le dire en arabe, c'est kassa à l'ancienne, chez les Romains. Ça s'appelle un sigilet. Voilà, ils en ont retrouvé pas mal, notamment à Khmissa, dans les ruines des thermes de Khmissa. Malheureusement, ça a été emporté en France pendant la colonisation, mais il doit peut-être en exister quelques exemplaires en Algérie, notamment au musée de Mila, qui est magnifique, qui détient des sarcophages. C'est clair. Enfin, tout ça, c'est à visiter. Mila est à visiter, et toute la région d'ailleurs. Constantine, jusqu'à Tébessa, jusqu'à la Tunisie. Il y a des choses à découvrir. Donc, ils avaient cet instrument d'un bronze qui, en fait, ils utilisaient pour gratter le kassa à l'ancienne. Gratter la peau morte. Exactement, avec beaucoup de... Et puis, ils passaient par les bains chauds, le caldérium, ensuite le frigidarium, tout un rituel. Et c'est dans cette villa que ça se passait. On peut imaginer que si cette villa aussi luxueuse, la villa, on sait que c'est Pompeianus, parce qu'il y a une inscription qui a été... Voilà, c'est le strigile. D'accord, terrifiant. Mais qu'est-ce ça? Voilà, à l'ancienne. Ça dénote de l'importance. Ça veut dire que la ville, peut-être que si on venait à creuser, parce qu'il n'y a pas eu énormément beaucoup de choses encore. En tout cas, merci pour ce voyage et toutes ces informations. Il n'y avait peut-être pas un théâtre à cette époque?
Si, peut-être si, Il bien existe. sûr, les Oui, oui. Romains, Ah oui, c'est sûr. avant tout le monde, ont pratiqué Bah, le voilà. théâtre. Et quel théâtre, Un hein, clin parce qu'ils d'œil. avaient même les combats de gladiateurs. Bien Ouais. sûr. Mais ils aimaient tout ce qui était plaisir, joie, la vie. Voilà, c'était ils inscrit. aimaient la hein. vie. Comme- Il y a un livre qui a été fait sur Mhm. Mila. Ouais. C'est une biographie qui a été faite sur donc Mostafa Benkara. C'est un Mhm. enfant de la ville. On peut l'acheter parce qu'elle parle aussi, elle décrit la ville avec ses points forts du patrimoine. Très bien. Mila. tout L'enchanteresse, est- peut-être. Oui, surtout Voilà. l'ancienne Mila. Merci Oui. beaucoup Samira Voilà, pour merci. cette présentation. On se donne rendez-vous demain. Oui. En tout cas, et puis On va à Mascara demain pour le parfait. patrimoine, la ville de l'Émirat Abdelkader. Très bien. Merci beaucoup Samira. Et Merci. encore une fois, merci beaucoup Je vous en à prie. Monsieur Merci. Ziani Merci. Chefayel. Merci à vous. C'est un Merci à vous. plaisir toujours de vous recevoir. Très bien, merci. Le À très plaisir est bientôt. partagé. C'est Merci gentil. pour ce que vous faites pour le théâtre. Voilà. Eh bien, on continue notre programme. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Linda Teboul. Elle s'est intéressée à la journée sans voiture. Ça s'est passé ce vendredi. On se retrouve juste après. Ce vendredi, Alger Centre a laissé les voitures de côté pour faire place aux familles. À l'occasion d'une journée sans voiture organisée durant les vacances scolaires, le cœur de la capitale s'est transformé en un vaste espace piéton pensé pour le divertissement et le bien-être des enfants. Tout au long de la journée, les plus jeunes ont profité d'animations variées, mêlant jeux de réflexion, toboggans, ateliers de peinture et spectacles de clowns. Une atmosphère joyeuse et colorée s'est installée dans les rues, rythmée par les rires et l'enthousiasme des enfants. أنا اللي خدمت هذا العالم وعاونتني مامايا بس نصنعوا هذا العالم وتاني شكرا على هذا المعرض الجميل والممتع وفيه التسلية. Hello, my name is Anis and I came with my grandma and my mother and my aunts and I really enjoyed. Thank you so much for adding this. You really made my day and I really enjoyed the bounce houses and everything. Thank you so much. جيت مع الماما متاعي باش نلعبوا في هذه الالعاب ونقول لكم يعطيكم الصحه على المعروف تاعكم كي درتوا لنا هاد لي جوي. اليوم جينا لهنا نتمناو تعاودوا لنا هاد الالعاب الهايلين ونشكركم على المجهودات تاعكم وصحه. اليوم جيت مع دارنا ويعطيكم الصحه على هاد الاخر هاد الماناج وداوه لنا على جال عطله وني ما جابش مليح ان شاء الله يجيب مليح في الفصل الثاني. جيت اليوم مع صحباتي ونشكركم كامل اللي درتوا لنا هاد الالعاب ويعطيكم الصحه ان شاء الله تعاودوا هنا المره الجايه ان شاء الله. اليوم جينا انا وبنت خالتي والصحه على الالعاب تاعكم والترفيه تاعكم على جال العطله وان شاء الله تعاودوها. Les parents ont également répondu présent, découvrant des expositions d'artisans qui ont mis en valeur le patrimoine et le savoir-faire local dans un cadre convivial et familial. بمناسبة لي فاكونس تاع الشتا تاع لي زونفون دونك او ميم طون كاين دي اسباس وين يلعبوا فيهم لي زونفون كاين هنا وين يديسينيو كاين با مال داكتيفيتي او ميم طون كاين هنايا اون اكسبوزيسيون تاع كاع لي زارتيزون اللي كانوا في السوسو تاع لا غروند بوست اللي كانوا يبيعوا نحاس كيما حنايا كاين تاني اللي يبيعوا لي زاكسيسوار كاين اللي يبيعوا العسل با مال دو برودوي دونك مرحبا بكم. À travers cette initiative, les organisateurs entendent encourager l'occupation positive de l'espace public, promouvoir une ville plus respirable et offrir aux enfants des moments de détente et de créativité durant les vacances. Une journée réussie à Alger Centre, placée sous le signe du partage et de la convivialité. De retour sur notre plateau, eh bien, on continue à parler donc de l'année, je vous l'avais dit. On va encore continuer à se souhaiter bonne année, se proposer des bonnes résolutions ou pas. On va le voir en tout cas avec nos invités. Il s'agit donc de Amel Lahrach, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour Amel, bonne année à vous, bonne année à toute l'équipe, à tous les téléspectateurs. Je dirais plutôt bon nouveau tour autour du soleil. Voilà. C'est bien dit, vous êtes psychothérapeute et vous êtes hypnothérapeute aussi dans la vie. Ça fait une dizaine d'années que vous exercez dans ce domaine-là. Vous allez nous parler donc des résolutions, comment faire pour
optimiser cette année. Et avec nous, une dame aussi qui fait de très belles choses. Alors, les calendriers, c'est indispensable quand on commence l'année, n'est-ce pas? Il s'agit donc de Samira Belkacmi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Amel, merci de m'avoir invitée. Marhaba bik. Pour parler de mes créations et des cadeaux de fin d'année. Voilà, c'est ça. Vous êtes photographe à la base. C'est d'où est venue toute cette idée donc de créer bien sûr le livre photo. On va en parler dans un moment puisque quand on parle de fin d'année, on parle de calendrier obligatoirement, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, on va commencer par les bonnes résolutions. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il faut mettre peut-être ces résolutions de côté parce que ça sert à rien? Alors de vous à moi, Emel, je crois que les gens ont assez de choses à faire, assez d'obligations pour s'imposer des résolutions qui, pour la plupart des personnes, ne marchent pas. Ça, on le sait, vous pouvez demander à tout le monde. Personne ne tient à ces résolutions, ne respecte. Ne respecte parce que si on ne connaît pas certaines conditions concernant les résolutions, ça ne sert à rien. On ne peut pas changer des anciennes habitudes qui durent depuis des mois et des années en une fraction de seconde. Et si on ne sait pas que pour tout changement, on a besoin de faire step by step, petit pas par petit pas, et de la répétition dans le temps. C'est vrai. Moi-même, je dis chaque année, cette année, je vais faire du sport et jamais je respecte mes résolutions. Ça fait des années que j'en fais plus. Je peux vous dire que ça fait des années que j'en fais plus parce que ça ne sert à rien réellement. C'est vrai. Et en fait, derrière les résolutions, Amel, ce qui fait que ça ne marche pas parce qu'on se définit à travers le verbe faire. Je dois faire. Il y a assez de je dois faire, on se rajoute des je dois faire. Alors qu'on devrait plutôt voir les choses autrement. Se poser les bonnes questions. Tout à fait, et se simplifier la vie. D'accord. Se simplifier la vie, qui serait peut-être par rapport à ce qu'on est en tant qu'être humain. Au lieu de me dire je dois faire, je change de verbe. J'expérimente ou je suis, être. D'accord. Donc ça nous permet de voir un peu les choses de la vie autrement et pas que le 1er janvier. C'est-à-dire à chaque fois, tout le temps dans la vie. C'est ça, c'est ça, au quotidien. Se lever du bon pied, continuer toujours à être positif, même si on a des petits soucis, et essayer donc de prendre la vie du bon côté, c'est ça? Je vais vous dire qu'il n'y a pas de recette magique. Par contre, il y a une direction qu'on peut prendre, une sorte de cap, une boussole dans la vie. Et ce cap ou cette boussole, c'est à chaque fois, si vous voulez, je sais pas, ça peut être le début d'année, ça peut être un Ramadan, ça peut être un anniversaire, un déménagement. Me dire quel être humain je voudrais être à partir de maintenant. Quand je dis quel être humain, je mets derrière des valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, que je voudrais incarner dans la vie? Alors les valeurs, c'est pas la morale, ça n'a rien à voir les valeurs morales ou pas. Les valeurs, c'est des choses importantes pour nous, celles qui nous font nous lever le matin ou pour lesquelles on est prêt à se battre et aller jusqu'au bout. Donc je peux définir une ou deux valeurs dans ma vie et me dire tiens Amal, tu gardes ce cap, c'est ta boussole dans les semaines et les mois à venir. Et tu vas tomber, tu sais très bien que tu vas tomber, tu vas t'arrêter, c'est la vie, parce que la vie est pleine de surprises et on ne peut pas contrôler la vie. Et je garde en tête cette valeur, quoi qu'il arrive. Je vous donne un exemple. On ne peut pas avoir des valeurs, je ne sais pas, l'amour, la famille, l'apprentissage, la foi, ça peut être l'argent. Ça ne se discute pas, les valeurs. Elles évoluent step by step chez un être humain. Donc je vais choisir une ou deux importantes pour moi à un moment T dans ma vie, qui ne sera pas le même si j'ai 20 ans, ou elles ne seront pas les mêmes si j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans. Et je me dis, allez, autant que tu peux le faire, garde le cap sur cette valeur. Je vous donne un exemple, je vais être une bonne maman, meilleure maman par exemple. Meilleure maman, derrière, c'est quoi? Amour, famille. Donc je vais attachement. En termes de valeur, voilà, c'est amour, famille. Et je me dis, vas-y, même si tu es fatigué ou il y a des moments où tu n'as pas envie, etc., garde ce cap comme une boussole, une direction. Et j'y vais. J'y vais autant que possible en me disant que la vie, je ne peux pas la contrôler. C'est clair. Je ne peux que lui faire confiance. Je peux faire confiance aussi à notre Créateur. Et j'y vais. Je fais de mon mieux dans cette direction. Mais les résolutions, de vous à moi, ça sert à rien. Tomber, ça alors, sert à... ce que j'ai aimé, c'est que qu'on dise aux gens, vous avez parlé bien sûr de ce rapport à l'âge aussi. Et il y a donc différentes étapes dans la vie et qui dépendent bien sûr de l'âge. Vous dites que finalement, la meilleure période, c'est les années 5 ans, enfin la cinquantaine. 40 et plus. C'est pas moi qui le dis. C'est les spécialistes. C'est pas assez spécifique à moi. Moi, je le crois parce que je suis passée par là. Mais généralement, les spécialistes disent que à partir de la quarantaine, en fait, la vie commence. Dans quel sens? C'est-à-dire, c'est comme si toute cette... Une fois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On va dire plutôt que la première partie nous prépare. La D'accord. première partie, vous savez, vous avez l'enfance, l'adolescence, le jeune âge et puis un peu l'âge adulte. Là, on se prépare à la vie, on va être curieux, on va essayer plein de choses dans la vie. On va construire son image sociale, que ce soit le travail, que ce soit le couple, la famille, on va construire. Et on va être un peu dans une attitude de comment l'extérieur me voit.
qu'est-ce que je dégage? C'est plutôt C'est l'image, ça. c'est ma C'est masque de plaire sociale. aux autres avant de se plaire à soi-même. Voilà, et c'est ça. normal. Heureusement pour nous, c'est pas pathologique, il ne faut pas le croire. À partir de 40, c'est pas un chiffre rond. Hein. D'accord. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Là, c'est d'autres questions qui se présentent à nous. C'est plutôt, ok, j'ai fait tout ça, mais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce que je veux faire de ma vie maintenant? Il faut filtrer. Voilà. Et quelle place, enfin, quelle marque ou quelle empreinte je veux laisser avant le départ. C'est-à-dire comme si on est un peu dans une sorte de sommet. On se dit, bon, après tout, maintenant, je vais. Et c'est là qu'on se pose certaines questions et le sens des questions n'est plus de l'extérieur vers moi, mais de moi vers l'extérieur. Ça n'a rien d'individualiste, ML, c'est plutôt un sens de perception de la vie. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'à partir de 40, c'est un peu différent. Chaque âge a ses spécificités. On ne peut pas appliquer ce qu'on applique à 30 ans à quelqu'un qui a 50 ou qui en a 20. Hein. Ça, c'est impossible. Et ne jamais oublier, ML, le lien, parce qu'on a tendance à l'oublier. Le lien. Quand je dis le lien, c'est les proches. Dans cette ère un peu des réseaux qui ne sont plus sociaux, c'est vrai, pas si sociaux que ça, et de développement personnel, et je suis, et je m'aime, et j'estime de soi, et ceci, et cela, et la femme, et le... On oublie énormément l'essentiel. Le lien. Ouais, le lien. Parce que sans lien, ça ne sert à rien. C'est vrai. J'ai beau faire, ça ne sert à rien. C'est renforcer justement cette cohésion pour aller de l'avant, pour être plus fort, pour construire quelque chose. Alors vous citiez hier en parlant, vous m'avez cité justement les grands changements de la vie, c'est-à-dire il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un deuil, il peut y avoir un changement professionnel, changement de cap carrément dans la vie, et tout cela, il y a une influence dans l'année, hein, en fait. Tout à fait, c'est pour ça que je dis que l'année... On n'a pas besoin de résolution pour... Tout à fait, l'année ou les années ou les jours, on va dire plutôt les jours, on va les vivre avec de la curiosité et de l'expérimentation de la vie, en faisant confiance à la vie. Personne ne peut contrôler la vie, hein. Elle nous présente des choses, ensuite c'est comment moi je réagis à ces choses-là. Donc il y aura toujours des événements, il n'y a pas une personne qui ne vivra pas de deuil dans sa vie, sauf si elle part avant tout le monde. Il n'y a pas de personne qui ne vivra pas de changement. Donc forcément, on aura cette tendance à vivre des expériences. Après, tout dépend de notre résilience. Parfois, on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Parfois, juste l'entourage suffit. Parfois, on peut tout seul se débrouiller. Voilà. Et un conseil pour justement cette nouvelle année, qu'est-ce que vous leur dites aux téléspectateurs? Je dis juste, prenez soin de vous et de vos proches, et c'est déjà assez. Hein. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Voilà, ça ne sert à rien. Et puis, faire confiance à la vie. Voilà, faire confiance à la vie. En tout cas, c'est ce qu'a fait notre invitée ici présente, Samira, qui est donc photographe, qui a commencé donc par la photo et qui s'est éclatée en faisant donc des livres photos pour des personnes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'allais dire? Parfois, les gens, c'est eux qui se photographient à partir de leur téléphone et tout. Et à partir de là, on raconte une histoire à travers leurs photos. En général, quand la personne reçoit des cadeaux, on a tendance à voir que c'est des cadeaux matériels. Et je ne dis pas qu'ils ne touchent pas. Il n'y a pas d'émotion. Alors on parlait de lien, on parlait de famille, ça c'est important. Tout à fait. Alors quand on réalise un calendrier, une carte de vœux ou un album de souvenirs, ça nous permet de partager, de toucher, de voir notre passé, de l'enfance jusqu'à un âge, exactement. Et ça nous permet de partager des moments précieux de vie et c'est un héritage émotionnel. C'est ça. Et vous en avez vu des émotions venir vers vous à travers votre bureau? Depuis 2012. D'accord. Voilà, depuis 2012. C'est des cadeaux qui sont adressés à tout le monde, aux papas, aux grands-parents, aux enfants. C'est ça. Vous faites les naissances, voilà, vous faites les mariages. Voilà. Ça, c'est quand on immortalise nous, on immortalise des souvenirs, des moments ou des événements, voilà. Par contre, la personne, elle peut nous confier ses photos qui sont prises à partir d'un téléphone ou des appareils photo numériques, pas forcément, pour réaliser un cadeau émotionnel à offrir à leur maman, papa. Voilà, avec un texte, parents, bien sûr, avec un texte, qui accompagne. Des légendes qui accompagnent. On n'imprime pas uniquement leurs souvenirs, mais on raconte des histoires. C'est beau, voilà, c'est très beau.
Voilà. Et bien sûr, vous parlez aussi donc de la nouvelle année qui commence. Donc il y a les calendriers qui sortent. Vous nous avez fait un calendrier typique pour Bonjour d'Algérie. Oui, tout à fait. Personnalisé, Ça, c'est un gentil. cadeau de ma part pour Canal Algérie. C'est pourquoi on vous a invité justement pour parler justement donc des calendriers, les fins d'année. Comment est-ce que vous définissez les thématiques? Vous avez aussi un calendrier dédié à l'équipe nationale. Tout à fait. Ouais, Voilà. magnifique. Oui. C'est ça nous parle en ce moment. Tout à fait, exactement. Ouais, on va peut-être mardi, le montrer. C'est nos pompiers. Oui, tout à fait. Voilà. Ça fait partie aussi donc des moments qui boostent aussi l'énergie donc positive. oui. C'est ça? Voilà. On a de belles images donc de revenir l'équipe. sur les photos, c'est thérapeutique. Hein. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et oui, c'est ça. Dans mon studio, j'exerce la photothérapie. On Oui. appelle ça la photothérapie. Par exemple, ce que je cherche à donner à cette personne-là, c'est, je dis pas s'aimer ou c'est transformer nos défauts en qualité. Pas forcément. J'arrive pas à exprimer exactement la situation, Oui. mais à travers mon objectif, je vois autre chose. Je me dis, chaque personne est belle telle qu'elle est, C'est vrai. et qu'elle peut exprimer ce que elle ne voit pas en elle physiquement ou Ouais. voilà, C'est en tout cas vous les ravissez comme on dit et puis ça donne envie de se revoir, ça donne envie aussi de partager ces moments inoubliables avec ses proches et c'est en tout cas valorisant pour tous, hein, pour vous parce que vous faites un travail de conception et vous faites un travail d'écoute. Comme tous les thérapeutes, hein, n'est-ce pas? Vous faites un travail d'écoute, vous écoutez toutes les personnes on rentre qui viennent dans vers la vous. vie des autres C'est sans le vouloir. En général, ce qui est bien dans mon travail, c'est que je partage leurs bons et meilleurs moments. Voilà. Parce que quand on a tendance à faire un album photo ou un livre photo, un calendrier ou une carte, tel qu'il soit le cadeau, c'est pour retrouver quelque chose d'émotionnel. C'est Voilà. ça. Et puis depuis 2012, vous travaillez dans ce domaine-là. Oui. Vous en avez vu du monde et puis vous en avez fait du chemin, j'imagine. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça a été long, mais C'est se battre avec peut-être l'édition, le papier, la qualité, tout ça. L'idée d'abord, Oui. parce que j'ai été la première à réaliser ça en Algérie et c'est une fierté pour moi. Ouais. C'était comment, je dis pas l'imposer, mais la faire connaître. Ça a été dur. C'était vraiment un chemin laborieux. Oui, tout à fait. Mais alhamdoulilah, je suis arrivée à me faire connaître. Très bien. Et vous vous entourez aussi de bons photographes. Il y a aussi Monsieur Le Guati que vous nous avez présenté, qui était un excellent photographe aussi. Oui, tout à fait. Il est dans le lifestyle, donc il n'est pas dans le portrait, mais il réalise de très très belles choses. Des natures mortes incroyables. Des natures On croirait mortes. que c'est de la peinture tellement. Tout à fait. Une tout à très fait. belle composition. Vous êtes créatif et ça donne envie donc de voir tout le travail que vous faites en équipe. Oui, oui, c'est ça. Le travail en équipe, je trouve qu'il rapporte mieux ses fruits. Voilà, Oui, ouais, c'est ça. en tout cas, bravo. Merci. Vos souhaits pour l'année 2026? De la santé, de l'amour, de la joie et beaucoup de succès à tout le monde, Inch'Allah. Et à vous aussi, Inch'Allah. En tout cas, de belles choses à venir pour vos projets de photographe et de créatrice. Hein. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Je vous remercie de nous avoir invités. Merci à vous. Plaisir. C'est gentil. Merci à vous d'être venu. Un dernier mot encore pour vous, Amel? Prenez soin de vous. C'est Et de tout. vos proches, c'est tout ce que Tout j'ai à simplement. dire. Tout simplement, les choses simples. Prenez la vie simplement et expérimentez la vie. Très bien. En tout cas, merci à vous deux d'être venus. On souhaite encore une fois une excellente année à tous nos téléspectateurs où ils sont, qui nous regardent, qui nous suivent régulièrement. En tout cas, bonne et heureuse année encore une fois. Et puis, je vous laisse repartir avec, bien sûr, ces images d'Alger. On se retrouve juste après avec Fela Ben Nour.
retour sur notre plateau, nous voici en présent avec Fella Bennour qui va nous parler bien sûr de notre communauté établie à l'étranger. Fella, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Une bonne année. Kula amti bkhir, Inch'Allah, et toute votre famille. Santé et réussite. Santé et réussite. Alors on va parler de notre communauté tout de suite avec votre nouveau jingle. On y va. De retour sur notre plateau, là, donc on a un nouveau générique, des nouveaux jingles pour l'équipe, bien sûr toutes les rubriques. On remercie Khiro, Khaldin, voilà Khiro parce que j'étais entre Khiro et Khaldin. Voilà, comment ça va, Fella? Ça va très bien. Donc la communauté se passe bien. Ah oui, très beaucoup bien. Beaucoup d'actualités. Surtout qu'on commence bien l'année. Oui. D'abord, je présente mes meilleurs voeux à toute la communauté, à tous les Algériens partout à travers l'Algérie. On commence très très bien l'année. Donc avec 3 décisions phares qui vont faciliter les choses pour notre communauté à l'étranger. Donc à commencer par la décision de reconduire l'accès ou l'entrée en Algérie avec une simple pièce d'identité et un passeport même non valide. Donc c'est une démarche qui a été entreprise l'an dernier, qui avait pris fin vers la fin de l'année. Et, qui a été reconduite cette décision? Très bien. Sous instruction bien sûr du président de la République. Et qui font partie des facilitations bien sûr pour notre communauté. Bien sûr, et il y a une seule condition, qu'il faut utiliser les mêmes documents à l'entrée comme à la sortie. D'accord. Voilà, c'est la seule condition qui est imposée pour... C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer avec un passeport ou une pièce d'identité algérienne, ressortir avec une pièce d'identité étrangère. Par exemple. Absolument. Voilà. Donc, par exemple, oui. Il y a aussi cette information sur les passeports algériens. Avant de passer vers les prix des passeports, cette démarche ou cette décision est valable jusqu'au 31 décembre 2026. Ah, d'accord. Donc on a le temps. On a le temps. Et valable aussi pour les binationaux qui ont un passeport étranger. Ils peuvent également utiliser le passeport étranger avec une pièce d'identité ou un passeport non valide. Donc je parlais de passeport, donc le passeport passe maintenant, le prix du timbre passe depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances le 1er janvier, ce 1er janvier 2026, le prix passe de 60 € à 40 €. D'accord. Ça a baissé. Ça a baissé, mais ça va aussi être tributaire aussi du change officiel. D'accord. Donc il faut prendre ça en considération. Une autre mesure concerne les résidents. Les résidents algériens ou les Algériens qui ont changé de résidence, qui étaient à l'étranger, qui sont rentrés. Donc ils avaient le droit d'importer des véhicules neufs, uniquement neufs. Et bien sûr, il n'y avait pas de taxe de douane. Depuis le 1er janvier, ils peuvent importer des voitures de moins de 5 ans. De moins de 5 ans, à condition bien sûr qu'ils ont ce qu'on appelle le CCR, le certificat de changement de résidence. D'accord. Il faudrait aussi, donc c'est une mesure qui peut aussi garder la première option, c'est-à-dire véhicule neuf sans payer la taxe. Et on peut aussi avoir ça en plus, c'est-à-dire les personnes qui ne veulent pas ramener de voitures neuves et qui ont le CCR, ce qu'on appelle le CCR, le certificat de changement de résidence. Pour cela, il faut aussi 2 conditions. Il faudrait être immatriculé dans l'un des consulats à l'étranger et ne pas avoir quitté le pays d'accueil durant 3 ans. Très bien. Voilà. Donc, et puis, il y a aussi cette information qui a marqué les esprits la semaine dernière. C'est l'université d'hiver qui a été consacrée
aux étudiants plutôt, algériens résidant à l'étranger ou issus de la communauté algérienne à l'étranger. La plupart d'entre eux sont nés à l'étranger, des parents algériens, font plusieurs spécialités, viennent de plusieurs pays, de New York, de Stockholm, de la France. Participer à des Luxembourg. universités. Alors l'université d'hiver, c'est tout un programme hyper riche, des visites vers les musées, vers les institutions de l'État. Ils ont été reçus par le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb. Ils ont été reçus par le ministre des Moudjahidines. Et ça, la rencontre au ministère des Moudjahidines, c'était une rencontre qui a marqué les esprits, parce que pour la première fois, ils ont eu des témoins de cette période coloniale dont ils ont entendu pas parler, forcément. oui, à travers les récits de leurs parents. Donc on va peut-être voir quelques témoignages, écouter quelques témoignages ou quelques impressions de ces étudiants. Très bien. Je m'appelle Emran Azizi, je suis étudiant à Sciences Po Paris, mais je viens du Luxembourg. Je suis Amira Fatala et je viens de France. Je suis actuellement en dernière année d'études d'ingénierie en cybersécurité. Je m'appelle Riles, j'ai 23 ans et j'habite à Stockholm en Suède et je suis étudiant en intelligence artificielle. Cyrine Ziri, j'ai 20 ans, je suis étudiante en 3e année de kinésithérapie à Madrid. Moi je m'appelle Riyad Jamaï, j'ai 22 ans et je viens de Nanterre. Lisa Brickpel, je viens de New York, j'ai 22 ans et j'étudie à sciences politiques à City University de New York. J'ai adoré, sincèrement, c'était exceptionnel. On a pu voir des lieux, je pense qu'on ne pouvait pas voir habituellement et juste pour ça, c'est incroyable. Sincèrement, je pense que ça a été les visites dans les 2 lieux où il y avait les parlements. Donc ça, c'est des lieux qui de base sont inaccessibles au grand public. Ça représente énormément pour nous, même si on vient de France, on a baigné dans la culture algérienne, dans nos familles, etc. Donc ça représente beaucoup pour nous. On a fait des activités qu'on ne pouvait pas faire en dehors de nos vacances qu'on passe ici. Et notamment les visites des ministères, les rencontres avec les officiels, etc. C'était vraiment incroyable ces moments-là et resteront gravés dans nos mémoires. C'est pour ça qu'on remercie aussi Sidi Raïs Al-Jamhouria. C'était une surprise, je m'attendais à rencontrer des gens de la diaspora, d'autres pays aussi, mais pas autant que ça. J'ai fait énormément de très bonnes rencontres, donc oui, je suis très content d'être ici. La chose qui m'a le plus marqué, je dirais, c'était hier au ministère des Moudjahidines, quand on a eu la chance de parler avec des Moudjahidines. Les Moudjahidines, ça fait partie de l'histoire de l'Algérie. Le fait d'interagir avec eux et de parler avec eux, c'est quelque chose, oui, qui m'a... Voilà. En tout cas, ça nous permet de voir en tout cas ces jeunes qui sont venus retrouver bien sûr leur pays natal aussi. Absolument, il faut rappeler que pays d'origine. L'université d'hiver est une première du genre en Algérie, une initiative qui a été lancée par le ministère ou le secrétariat d'État auprès des affaires étrangères, chargé de la chargé de la communauté nationale établie à l'étranger. Établie à l'étranger. Voilà. Et au-delà des visites, au-delà de ce qu'ils ont pu ressentir et découvrir. Et rappelons que la plupart d'entre eux viennent régulièrement, sauf que le contexte était différent. Ils étaient encadrés, ils étaient en groupe. Mais surtout ce contact entre eux qui a été établi, le réseau qu'ils ont pu aussi créer. Et ça, c'est très important. En plus, la plupart d'entre eux sont dans des spécialités qui se rapprochent, donc l'intelligence artificielle ou criminalité, on a vu, oui. La cybercriminalité, il y a beaucoup, la cybersécurité. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont garder le contact et qui vont peut-être créer des événements entre eux aussi. Pas, tout à fait. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a ce lien fort avec l'Algérie. Oui. Et ça, je crois que c'est dans les gènes. C'est clair. Dans les gènes, en plus de ce que peuvent transmettre les parents à tous ces jeunes. Mais il y a aussi... Ils ont le ressenti de cette rencontre, ils voient donc d'eux-mêmes ce qui se passe réellement. Voilà. Tout à fait. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi des personnes qui travaillent
pour mettre en avant toute cette culture, le patrimoine, l'histoire d'Algérie, et qui publient, qui sont des ambassadeurs. C'est vrai. Vous en avez un bel exemple aujourd'hui. Absolument. Je vous laisse peut-être voir un extrait de ce genre de contenu, et on reviendra pour parler de notre invité qui n'est pas là, mais il est là quand même. Je n'oublierai pas de citer Fatma Ait Mansour Amrouche, née en 1882. Avec elle, nous entrons dans une autre forme de résistance, l'écriture. À travers son autobiographie de la transmission des chants berbères, elle sauvegarde une mémoire menacée par la colonisation et l'exil. Écrire pour elle n'est pas un luxe intellectuel, c'est un acte de survie culturelle. Elle ouvre la voie à une parole féminine algérienne consciente de son identité. Avant 1930, la femme algérienne est donc reine, combattante, guide spirituelle et passeuse de mémoire. Après 1930, l'Algérie entre dans une phase de radicalisation politique et culturelle. Les femmes ne sont plus gardiennes de la mémoire, elles deviennent actrices centrales de la lutte nationale. La guerre d'indépendance 54-62 révèle des figures féminines d'un courage exceptionnel. Hassiba Ben Bouali, morte à 19 ans lors de la bataille d'Alger, incarne la jeunesse sacrifiée. Son engagement n'est pas symbolique, elle agit, transporte, combat et meurt pour l'indépendance. Jamila Bouhir, Zohra Darif, Jamila Boupacha deviennent des noms connus bien au-delà de l'Algérie. Un grand monsieur aussi, qu'on aime beaucoup, Badis Foudala. Vous l'avez reconnu, il n'est plus à présenter, Badis Foudala, qui est un des éveilleurs des consciences et de la mémoire algérienne, de la culture, un militant, je disais un ambassadeur, un des ambassadeurs qui travaille sans relâche pour mettre en avant toute cette identité algérienne surtout. Là, ce qu'on vient de voir, c'est un extrait d'un contenu de 4 minutes à peu près, 4 et quelques, où il revient sur les figures féminines qui ont marqué l'histoire d'Algérie. Et ça, franchement, moi j'ai appris. J'ai appris aussi des choses, merci Badis. Et Badis Foudala, je parle avec beaucoup d'émotion, c'est avec Badis Foudala que j'ai commencé mon aventure avec l'audiovisuel. Il m'a transmis cette passion pour l'audiovisuel et pour le travail sur des thèmes qui touchent lui directement. Qui est passionné de comédie, d'écriture, de théâtre. Lui et son père aussi, Allah yarhamou, son papa, qui a écrit énormément sur l'histoire du théâtre aussi. Badis Foudala, d'abord, qui est un homme de théâtre, et qui a fait sa première participation dans une production de Mustapha Badir à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, il a travaillé avec aussi d'autres personnalités, grandes personnalités, dans une production aussi qui s'appelle Nos Mères. Il a aussi fondé une radio locale qui s'appelle Radio Metidja. Enfin, Radio Metidja existe toujours, mais on avait commencé l'aventure ensemble à l'époque. Il était animateur où il encadrait aussi tout le travail théâtral au niveau des maisons de jeunes, au niveau aussi des centres culturels. Il a aussi fait l'école d'administration. Et à Paris, il est installé à Paris depuis quelques années, et il a fait aussi l'université à Paris pour être diplômé du conservatoire d'art dramatique, plutôt du... pour ne pas dire de bêtises. Donc... Enfin, on va voir l'interview. De toute façon, une spécialité de l'art. Et voilà, on va voir un petit peu. Très bien. On va écouter Badis tout de suite. Il a fait cette vidéo pour Canal Algérie et pour Bonjour d'Algérie. On y va. L'émission et bonjour à tous les Algériens. Si j'ai créé cet espace sur les réseaux sociaux, c'est avant tout par amour pour mon pays. La première raison, ce sont nos enfants, nos jeunes de la Djaliya al-Jazairiya. Beaucoup d'entre eux grandissent loin de l'Algérie, sans toujours avoir accès aux livres, aux archives, aux récits vrais. Pire encore, certains essaient de leur faire douter de leur identité, de leur culture, de leur histoire, et même de notre révolution nationale. Alors j'ai compris que c'était un combat de plus à mener, un combat noble, celui de la vérité. La deuxième raison, ce sont les autres, ceux qui ne connaissent pas l'Algérie et à qui on montre une image fausse, déformée, injuste. Nous avons commencé d'abord à organiser des événements culturels en France, montrer notre culture, nos traditions,
célébrer l'indépendance, la révolution, Yanaïr, c'était important, mais ce n'était pas suffisant. Alors j'ai décidé de parler autrement, par l'image, par la parole, par le cœur, pour raconter notre histoire, notre culture et les fondements profonds de notre patrie. Merci de m'avoir offert cet espace pour parler à mon pays et surtout, ayez confiance aux Algériens qui sont à l'étranger. Ils ont toujours gardé le NIF, la fierté algérienne. Tahia el-Jazair, vive l'Algérie. Voilà, bravo en tout cas. Hein, merci, Tahia el-Jazair, comme il le dit. Merci à Badis de nous avoir aussi d'avoir consacré du temps pour enregistrer cette vidéo. Pour belle présentation d'Algérie. Badis qui a fait aussi de la télé à travers l'émission Sitar, qui parlait aussi du théâtre et algérien. Et actuellement, il est actif aussi à travers notamment une association qui s'appelle Construire le futur ou Construire l'avenir, Bina al-Ghad, ou Sina'at al-Ghad. Il est représentant de cette association qui aussi œuvre pour que la culture algérienne soit visible, pour qu'elle rayonne et pour qu'elle soit toujours l'identité de cette jeunesse qui arrive et qui parfois ignore beaucoup de choses sur l'Algérie. Voilà à peu près ce qu'on a pour aujourd'hui, Amel. On pourrait peut-être rappeler j'ai parlé d'étudiants tout à l'heure, qui a eu l'union, la création de l'union, des étudiants algériens en Belgique. En Belgique, et ça, vous l'avez annoncé la semaine dernière. Et ils commencent à travailler. Les connexions se font et voilà, donc ça peut donner aussi tous ces moyens, toutes ces rencontres. L'université d'hiver qui est aussi un tremplin aussi pour beaucoup qui intervient aussi dans jeunes. Aussi dans un environnement qui est peut-être pas très connu par ces jeunes. Et ils sont partis avec l'idée de revenir, de faire des choses en Algérie, de construire ensemble. C'est ça. Les yeux pleins de bons souvenirs, de rencontres. C'était intense. Ils reviendront sûrement. Probablement. C'était intense en tout cas. Tout à fait. On parle aussi de cette communauté qui suit notre équipe nationale partout. Eh ben, c'est incroyable. Il y a une grande partie de la diaspora ou de la communauté nationale établie à l'étranger qui est présente, qui s'organise, qui essaye un petit peu aussi d'orienter et d'être solidaire avec d'autres supporters algériens. Et ça, c'est incroyable. Voilà. On termine. Je donnerai peut-être 2 rendez-vous. Oui, rapidement. Un rendez-vous pour Yennaïr au Centre culturel algérien. Ça va être le 11 à Paris, oui. Et il y a un programme très riche qui attend la communauté ou les Algériens qui sont dans le coin, notamment un concert avec Petit Mouh. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup, donc Fella. On se donne rendez-vous dimanche pour notre part, non? Dimanche, vous serez à mission. Je serai à Bess, justement pour fêter Yennaïr. Eh ben, parfait. Cette année, c'est la ville qui a été choisie pour la célébration nationale de Yennaïr. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces infos. Fella, quant à moi, je vous dis merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. N'oubliez pas, juste après le Bonjour d'Algérie, vous retrouvez votre émission avec Marie Moussahi dans son émission L'Instant Matin. Pour ma part, je vous dis bonne journée et merci à toute l'équipe. Au revoir, à demain. ما فهمت والو عقلي طار حكمتني الخلعلوني صفار سلف وخدود مدبلت لجفار وجريت عند بنات الحومه سقسيت في داك المرسم انا كان بيت باش نجيب لا دريسه تاع الدار